Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Beaucoup de choses à vous parler. Bon, je dois un peu faire le tri dans les sujets parce qu'il ne faut pas tout mélanger. À la base, je voulais parler du destin, mais un autre sujet s'est un petit peu mêlé à ça. Donc ça va tourner un petit peu entre les deux. Bon, le sujet de départ, c'était de vous expliquer, pour ceux qui ne voient pas clair, parfois c'est normal, hein, on est confus, que je pourrais intituler par comment faire le tri. Comment faire le tri entre les hommes intéressants, les femmes intéressantes, les amis qui valent la peine qu'on maintienne une amitié avec eux ou pas, etc., etc. En gros, comment faire le tri dans sa vie. Alors, il faut savoir dans la vie que beaucoup de gens sont esclaves d'eux-mêmes. C'est-à-dire que toute leur attention, leur préoccupation, leur angoisse, leur... je sais pas comment expliquer, leur attention en général, en fait, tourne autour de leur personne. C'est une forme plus ou moins grave, suivant les cas de narcissisme, pas spécialement pervers, mais c'est-à-dire ma personne occupe toute ma place, dans ma propre tête, etc. Alors, ce serait pas fondamentalement mauvais, parce qu'a priori, je veux dire a priori, comme le disent certains, nous avons tous besoin d'une dose de narcissisme pour survivre, sinon on ne mangerait plus, on donnerait ses vêtements, on serait SDF dans la rue, etc. On a besoin d'un minimum de narcissisme, ça fait partie de la nature humaine, c'est pas spécialement mauvais. Le problème, c'est quand ce narcissisme exclut toute autre personne de ses préoccupations que soi-même. C'est-à-dire quand il y a un déséquilibre, en gros. Et donc, en général, ces gens-là pensent que c'est normal d'être comme ça. Pensent que, voilà, j'ai toujours été comme ça, c'est comme ça, je suis comme ça. Bon. Donc, vous savez, je veux dire, c'est des gens qui ont en quelque sorte perdu la guerre contre leur ego. Vous voyez ? Leur ego, on va appeler ça comme ça, hein, leur ego, leur nefs, a gagné. Mais des fois, c'est pas toujours ce à quoi vous pensez. Ego, ça veut dire quoi ? Je m'explique. Si tu es quelqu'un qui est peureux, peureuse, peur de tout, peur de l'inconnu, peur des gens, peur de s'engager, peur du changement, peur de briser sa routine, enfin peur. À un moment donné, en fait, donc tu subis ta nature et tu en fais une règle de vie. Moi, je suis une peureuse, moi, je suis un peureux, je m'interdis ça, je m'empêche de ça, parce que je suis peureux, j'ai peur. Bon. Alors en règle générale, parce que les exemples sont multiples, hein, de narcissisme, ça peut être plein de choses. Je donne là l'exemple de la peur, mais ça peut être d'autres choses. Moi, je dois sentir continuellement être aimé. J'ai besoin de confirmation. Je veux dire, il faut comprendre que tout ça, ça paraît normal pour beaucoup de gens, mais en fait, ce sont des maladies, des psychoses. Et la plupart des gens sont malades. Nous le sommes à peu près tous. Le problème, c'est malade à un niveau qui est gérable ou pas. Ou tu as une maladie qui profite au monde ou pas, parce que on peut dire par exemple que monter dans un bateau il y a je sais pas combien, 500 ans environ, traverser l'Atlantique, et les tempêtes et tout ça, maladies, les rats, bon, pour peut-être trouver une terre inconnue, etc. Bon, il faut avoir une sorte de folie, vous voyez. Donc
il y a les psychoses et les folies acceptables, et il y a les folies et les psychoses inacceptables. Bon. Mais nous sommes tous plus ou moins malades. Parce que la vie, comment on réagit aux épreuves de la vie, ça joue sur nous. Bon, ceci étant dit. Problème, maintenant, pour les gens plus ou moins équilibrés, votre équilibre, il faut le conserver, il faut le protéger. Parce que si vous ne le faites pas, et vous commencez à fréquenter, vous mariez à n'importe qui, votre équilibre est en danger. Parce que vous pouvez basculer. Quand vous vivez longtemps avec quelqu'un qui a des psychoses fortes et des pathologies fortes, elles déteignent sur vous. Ça demande tout un travail de détoxification une fois qu'on en sort. Si on en sort. Alors, la règle, elle est assez simple. Dans le monde, on a chacun sa place, chacun son âge, chacun son statut. C'est-à-dire qu'un chirurgien en chef, c'est pas un plombier. Un plombier, c'est pas un chômeur. Un chômeur, c'est pas un voleur. Vous comprenez ? On a chacun un statut, on a chacun une place dans la société, on a chacun un niveau dans certains domaines. Quelqu'un peut être très marrant, faire rire, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en dehors de faire rire, c'est quelqu'un qui est pas débrouillard, ne sait pas faire d'argent, a peur de l'engagement, n'aime pas les enfants. Bon, vous voyez ? Le problème de nous, les êtres humains, comme on est fondamentalement, pour les gens équilibrés, je répète, nous sommes fondamentalement bons, et on donne le bon soupçon, et on essaie de voir les qualités des gens, de fermer les yeux sur les défauts, c'est qu'en fait, on peut se tromper. On peut se tromper d'amis, on peut se tromper de femme, de mari, on peut se tromper. Et se tromper, ça peut avoir des conséquences graves. Donc, c'est important de ne pas se tromper. Alors, comment on fait ? En fait, il faut essayer de repérer les gens, malades ou pas. Ça, c'est pas le plus grave de l'affaire, parce qu'on est tous malades. Il faut repérer les gens, en fait, qui comprennent qui ils sont, qui comprennent qui vous êtes, et qui comprend et qui n'a pas honte de dire, il faut être précis, hein, écoutez bien ce que c'est, qui n'a pas honte de dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça, par exemple, c'est une phrase très importante quand quelqu'un l'a dit. Pourquoi ? Si une femme sait qu'elle est une femme et accepte qu'elle est une femme et sait qu'elle ne sait pas tout affronter dans la vie, être une mère, travailler, porter les courses, réparer tel truc, monter un meuble, gronder le fils qui devient rebelle, nettoyer la maison, bref, aller au médecin. Une femme qui dit, bon, moi je reconnais, voilà, je reconnais mes limites, je reconnais qui je suis une femme, donc voilà, je suis une femme, je suis formatée pour m'occuper des enfants, faire la cuisine, superviser la maison, la tenir en ordre. Au-delà de ça, je peux le faire, mais je me mets dans le rouge, je commence à être désorienté, je commence à être perturbé, donc j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme. L'homme, même chose. Moi, je sais bosser, je sais je sais faire de l'argent, je sais réparer, je sais pas quoi. Mais au-delà de ça, s'il faut commencer en plus à cuisiner, faire le linge, ranger, calmer les enfants qui ont fait un cauchemar, les soigner quand ils ont vomi la nuit parce qu'ils sont malades, etc. Je peux le faire. Mais si je le fais, je me mets dans le rouge. Je vais être désorienté, je vais être perturbé, mais bien sûr, s'il faut, je le fais. Et donc, j'admets
en tant qu'homme, tout beau, tout grand, tout musclé, tout jeune, j'admets, j'ai besoin d'une femme dans ma vie. Ça, c'est la première démarche, pour moi, dans ma vision des choses, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est la première démarche dans cette histoire de épouser qui, épouser quoi. Maintenant, pour l'amitié, pour être complet, ce pote, il m'apporte quoi, je lui apporte quoi. Je l'écoute, est-ce que lui m'écoute? Je lui donne des conseils, est-ce qu'il me donne des conseils? Je l'invite chez moi, est-ce qu'il m'invite chez lui? Et vous allez vous rendre compte, quand vous faites ce petit travail, très facile, hein, on ne demande pas, pas très compliqué, hein, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne cochent pas les cases. Ils sont tout le temps chez vous, vous n'êtes jamais chez eux. Ils déversent sur vous leurs problèmes, mais n'écoutent jamais les vôtres. Ils coupent court. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Bon, qu'à la tête, hein. Achis, je dois y aller, j'ai un rendez-vous, tu vois. Ils te demandent toujours un coup de pouce, mais ils t'en donnent jamais un. Ah, j'aurais bien voulu t'aider pour ton déménagement, mais j'ai justement un rendez-vous. Désolé, Achis, hein. Par contre, si tu vas pas, toi, à son déménagement, oh là là, on peut jamais compter sur toi, t'abuses, allez, je sais que t'as le temps. Bon. Là, vous êtes dans des relations inutiles, des relations de sensu. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'exploitation. Vous comprenez? Très important dans la vie de faire le tri. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On mange, on dort, on fait de l'argent. On n'a pas beaucoup de temps à consacrer à des hommes, des femmes ou des amis qui sont des impasses, qui sont des pompes à énergie, à temps, à argent, tout. Donc, revenons au mariage. Quelqu'un donc qui admet et qui dit « J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'une femme ». Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que la personne se positionne en demandeuse. Elle dit pas « Non, moi je sais tout faire, j'ai besoin de rien. Moi je veux juste un homme parce que je veux une sexualité dans le halal. Pour le reste, je sais très bien me débrouiller sans un homme. » etc. etc. Là tu plies le bagage, tu rentres chez toi. Pourquoi? Parce que, tout simplement, de nouveau très simple à comprendre, une fois que le désir sera assouvi, sexualité, une fois, deux fois, trois fois, bon voilà c'est fait, ok, je me suis habitué, c'était sympa, bon, ouais maintenant il faut vivre ensemble. Ah il est malade, ah il ronfle, ah il jette son linge par terre, ah il m'impose ses potes à la maison. Ah non, moi ce gars-là il m'intéressait juste pour pas être dans le haram. Le reste j'ai pas envie de subir, hein. Désolé, on s'arrête là, hein. Comprenez? C'est pour ça qu'il faut pas se tromper. Moi on m'a souvent accusé, t'as le syndrome du sauveur. Bon, c'est pas faux, je suis pas dans l'orgueil de dire que c'est pas vrai, mais j'ai quand même conscience, quand je réfléchis calmement, qu'un homme digne de ce nom doit tout de même être un minimum sauveur. Et s'il aime pas être sauveur et qu'il aime être sauvé, pour moi, c'est pas un homme. C'est pour ça que je disqualifie, personnellement, hein, faites ce que vous voulez, vous, hein, je disqualifie d'office, si j'étais une femme, tout homme qui attend de moi de le sauver, qui attend de moi de l'aider à payer son crédit et que je vais travailler sans voile ou je sais pas quoi. Disqualification directe. Bon, pour des raisons religieuses évidentes, une femme n'a pas à aller travailler pour payer une maison à riba. Bon, après moi j'ai pas envie de discuter de ça, ça me paraît évident. Mais c'est aussi la mentalité. C'est-à-dire c'est un homme qui n'est pas accompli. Il a besoin d'une sorte de prolongation de sa mère pour s'accomplir. Et donc il cherche une sauveuse.
ou c'est pas une femme qui finance ses projets. Et moi, si je suis une femme, je trouve ça disqualifiant. Bon, voilà, enfin après, voilà. À l'inverse, un homme qui voit une femme trop entreprenante, trop indépendante, trop débrouillarde, trop qui sait un peu tout faire elle-même, etc., c'est disqualifiant. Je m'excuse, hein. Parce que, finalement, nous, notre nature d'homme qui est un peu... quand même, hein, je m'excuse, même si c'est pas à la mode, je suis obligé de le dire, la nature saine d'un homme, c'est combattre, protéger, secourir, aider. C'est ça un homme, vis-à-vis d'une femme. C'est pas... j'écoute tes problèmes à une terrasse, je parlote avec toi comme une copine, et je deviens je deviens le gars dans la friend zone. Ça, c'est les castrats d'aujourd'hui qui sont devenus comme ça parce que, voilà, ils savent plus comment faire, ils n'ont plus accès aux femmes, ils n'en sont pas capables d'être sauveurs, donc ils deviennent copains, confidents, par défaut. Et donc, ils sont dans la friend zone parce que malheureusement, la nature est ainsi faite que la femme, elle aime bien discuter de ses potins, de ses problèmes, etc. Si c'est un homme qui les écoute, ben, elle le range dans la case friend zone, homo. Les femmes aiment beaucoup les homos. Parce que les homos, en fait, les écoutent, je te comprends, etc., etc. Et donc, les homos sont leurs meilleurs copains, en général. Les femmes sont pleines de copains homos. Enfin, je parle dans le monde extra-musulman. C'est normal, c'est logique. Donc, je reviens, pour les gens normaux, c'est très important que s'installe dans l'esprit masculin-féminin, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi, mais toi tu me facilites la vie en t'occupant de mes enfants, en t'occupant de ma maison, en t'occupant de la cuisine, etc. Et moi, je te protège du monde. C'est-à-dire que je t'évite de devoir sortir, je t'évite de porter des courses lourdes, je t'évite de prendre le tram avec deux gars qui te collent pour frotter leurs trucs sur toi. Moi, je te protège, je te véhicule, je t'amène les choses, je pourvois. Parce que j'entends des hommes qui se plaignent. Ah, les femmes nous prennent pour des pourvoyeurs. Ben, vous voulez qu'elles vous prennent pour quoi, en fait? Un copain, un psy... ben oui. Un homme est le pourvoyeur d'une femme. Pourvoyeur de connaissances, d'argent, de choses qu'elle a besoin. Oui, c'est la nature des choses. Et donc, c'est très important quand on fait des choix de sentir que la personne qui est devant vous, elle est bien dans sa case. Après, il y a les caractères, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est un paramètre de base, c'est-à-dire, c'est malheureux, hein, parce que moi je connais plein de femmes, on se comprend, dans un certain cadre, hein. Je connais plein de femmes qui sont débrouillardes. C'est bien, fondamentalement, hein. Mais elles ne se rendent pas compte que chez un homme normal, elle ne renvoie pas l'image d'une femme dont on a envie de s'occuper. Parce que c'est comme ça, je suis désolé, un homme, il veut s'occuper d'une femme. Un homme, il veut ramener des courses à une femme. Un homme, il veut sentir qu'une femme est protégée à travers lui. Et si c'est pas le cas, il faut se poser des questions sur cet homme. D'où ça nous ramène à autre chose. Comment je peux expliquer ça? La situation quand même assez équivoque. Je cherchais un mot poli, quoi. Situation équivoque de tous ces pères, en fait, qui envoient leurs filles déballer 8 heures par jour. Ou qui envoient leurs femmes travailler au milieu des collègues parce qu'il faut payer le crédit maison.
on est en droit de se poser de sérieuses questions, en fait. Vous le tournez comme vous voulez, hein, parce que je sais qu'il y a des gens dans le cas, ils vont se sentir vexés. Vous le tournez comme vous voulez. Moi, j'ai beau le tourner dans tous les sens. Religion mis à part, même si je mets la religion de côté, allez, je vois juste mes instincts d'homme. Je ne me vois pas déposer ma femme au travail et la voir sortir cheveux à l'air avec Roger et Arthur qui lui disent « Coucou, t'as passé un bon week-end ». Dans ma tête, ça me semble impossible. Ça n'a rien à voir avec du machisme ou je ne sais quoi. Ça a à voir avec le fait que ça me renvoie à l'image que je ne suis pas un homme. Et si je ne suis pas un homme, après je suis dans l'impossibilité de réagir en homme dans l'intimité. Donc ça va être une situation où je vais m'auto-castrer. C'est-à-dire que je vais adopter un mode de vie avec ma femme qui va faire que je vais me sentir diminué dans ma virilité. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, en fait, il est viril? Parce qu'on dit toujours, ouais, il y a des hommes pas virils, des hommes virils. Bon, je ne doute pas que médicalement, il y a des gens qui ont des problèmes médicaux au niveau sexuel. Certainement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cas où c'est psychologique. Et je pense qu'un homme, je suis quand même moi-même un homme qui a bientôt 52 ans, je peux quand même témoigner. Je pense qu'un homme qui est mis dans une situation castratrice, essayez de suivre les mots, hein, parce que c'est important, un homme qui est mis dans une situation castratrice, il peut devenir castré. Et il peut perdre de la virilité. Pas parce qu'il manque de testostérone ou je ne sais quoi, parce qu'il est dans une situation qui lui enlève sa masculinité. Et une femme débrouillarde, qui travaille au milieu des hommes, qui n'a pas besoin de vous, qui n'a pas besoin de protection, qui n'a pas besoin d'assistance, c'est une femme, peut-être sans s'en rendre compte, qui est castratrice. Et qui va dire après, ouais, mon mec il est mou, mon mec, je dois toujours lui sauter dessus, sinon il me fait rien, c'est toujours moi qui dois demander. Alors on dit, c'est quoi cet homme? Ben peut-être cet homme il s'est mis dans une situation de castration. Parce qu'il s'est dit, il faut vivre avec son temps, les femmes savent faire ci, les femmes travaillent. Et il a oublié qu'il a une nature biologique. Et la nature biologique n'acceptera pas ce que ta nature psychique accepte. Parce que les règles de la biologie ne sont pas négociables. Les règles de la biologie ne sont pas négociables. Et donc, que tu le veuilles ou non, que c'est à la mode ou non, si tu n'es pas dans cette relation d'interdépendance entre un homme et une femme, entre une femme qui a des faiblesses, qui a besoin de protection, qui a besoin d'assistance, qui a besoin d'un homme, et qui l'admet et qui le comprend, et inversement un homme, j'ai déjà dit, tu es dans une relation automatiquement malsaine. Je sais que ce que je dis est très radical, hein, mais je vous le dis parce que j'ai du vécu et mon expérience, même si, d'accord, j'ai une forme de syndrome du sauveur, donc on va dire chez moi c'est peut-être trop, mais tout de même, j'ai réalisé, comment on dit ça? J'ai compris, j'ai intégré l'idée que la femme à laquelle on s'attache le plus, c'est la femme qui a le plus besoin de toi. Et qui l'admet et qui l'accepte. Je précise, attention. Première règle des sauveurs, ne jamais sauver quelqu'un qui ne demande pas à être sauvé. Donc vous allez croiser des femmes qui ont besoin d'aide, mais elles ne l'admettent pas et elles n'en veulent pas. Là, surtout pas aller, vous allez devenir le grand méchant loup. Par contre, comme vous le savez, j'ai vécu pas mal de situations et j'ai noté en fait qu'au bout du compte, je n'ai connu, et c'est pas pour rien que j'ai maintenu des relations avec une seule femme qui
a besoin d'aide et accepte l'aide. Même si, voilà, il n'y a pas plus que ça. Parce que dans la vie aussi, aider ou s'entraider ne veut pas toujours dire être marié. Vous pouvez aider une personne sans enfreindre des règles islamiques. Tu t'isoles pas, tu ceci, tu cela, mais tu l'aides. Alors on dit, moi je l'ai déjà dit, hein, mais il faut mettre des nuances. Aider une femme qui a besoin d'aide sans être mariée, ça peut être dangereux, ou néfaste, parce que ça peut la pousser à ne pas à chercher à se marier, puisqu'elle a de l'aide sans être mariée. C'est pas faux. Je sais que j'ai dit ça quelque part, je ne sais plus où. C'est pas faux, je ne renie pas cette parole. Mais il faut concevoir qu'il y a des femmes, à cause de plein de choses, leur situation familiale, leur âge, leur caractère, qui ne sont plus dans la possibilité de se marier, on va dire. Ou se marier en tout cas à quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut s'amuser, ça, tout le monde peut le faire. Hein. Chacune d'entre vous s'inscrit sur Tinder, que vous fassiez 200 kilos ou 50, vous allez avoir des crevards autour de la porte, c'est pas un problème ça. Moi je parle de gens qui veulent évidemment se respecter et construire quelque chose de bien dans le temps. Bon, c'est pas facile. Et quand on a une situation familiale difficile, c'est encore plus difficile. Mais bon, donc je le dis pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai réalisé que la plupart des autres femmes que j'ai croisées dans ma vie étaient en fait des femmes très débrouillardes, pas besoin d'un homme. Je voyage, je bouge, je prends le train, je prends ci, je fais ça. Bon, je dis pas qu'il faut tout... Vous voyez, parce qu'il ne faut pas mal me comprendre. Je n'ai pas dit qu'une femme doit être incapable de tout. Non. Bien sûr, il faut une femme qui sait un minimum se prendre en main quand l'homme n'est pas là ou malade, c'est toujours utile. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux frères qu'il faut avoir le juste milieu sur certaines questions. Comme par exemple la question de la femme qui conduit. Ben, le but, c'est pas un mal qu'elle ait le permis. C'est pas un mal qu'elle sache conduire une voiture. C'est pas un mal. Mais, il faut que ça soit dans le cadre de l'exception, c'est-à-dire quand l'homme n'est pas disponible pour faire à sa place. Et c'est pas pour tourner les rues, je vais chez ma mère, je vais chez mon pote, je vais chez mon truc, je vais sur mon machin, et je m'arrête là-bas, et finalement tu passes ta journée en voiture à tourner dans les rues. Parce qu'une voiture c'est cher. Une voiture, il faut payer l'essence, l'assurance, si elle est cassée ou abîmée, il faut réparer. Bon, une voiture c'est une dépense. Donc, c'est pas obligatoire, c'est pas interdit non plus, mais normalement, c'est dans un certain cadre. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas se décharger sur la femme parce qu'elle sait conduire. C'est au cas où je suis malade, j'ai un malaise, j'ai un empêchement, pas possible, il y a une urgence, ah ben elle sait faire, tu vois. Donc moi, je suis pas contre les femmes débrouillardes, je suis contre les femmes, en fait, qui veulent se marier en sachant se prendre en main à tous les niveaux. Et qui font sentir, en fait, à l'homme, oui, je te rends tel et tel service, intimité, je te fais à manger et tout, mais de toi, j'ai rien besoin en fait. J'ai pas besoin. J'ai même pas besoin que tu me parles ou tu me questionnes sur mon passé parce que j'ai pas envie d'en parler, t'es pas mon psy. Donc en fait, je te prends juste comme. Enfin, j'allais être impoli, mais. Je te prends juste comme. Allez, toy quoi, un homme jouet quoi, sexuel. Pour le reste, bah, je me débrouille très bien. J'ai mes petites habitudes, etc. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est des femmes pas intéressantes pour un homme, tout simplement. Donc, faire le tri. Les amis, vous avez compris. Je ne vais pas répéter. L'amitié, c'est du donnant-donnant. L'amitié, c'est pas de l'exploitation. Et donc, c'est pas quelqu'un qui... pour qui, pour le coup, vous devenez une espèce de bouée de sauvetage. À un moment, oui, s'il passe par une mauvaise période. Mais si c'est tout le temps, en fait.
Et que cette personne, en fait, vous savez, l'amitié, des fois c'est étrange. Hein. T'as des gens, ils vous aiment pas. Moi, j'ai connu ça. Des gens, ils vous aiment pas spécialement. Bon. Ils sont pas plus attachés à vous que ça, en fait. Mais vous les amusez. Par exemple, moi, plus jeune, bon, peut-être encore maintenant, je sais pas. Je suis quelqu'un d'amusant, en fait. Ouais. On m'amène dans une assemblée. Ben, je suis amusant. Je raconte des histoires, machin, truc. Je m'emporte. Je relève le débat. Bon, j'amuse. Je mets de l'ambiance. Il y a beaucoup de gens. C'est vraiment pas, je vous jure, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs, je m'en fous, hein, mais faut avouer une chose. Moi, je me rappelle quand on m'invitait comme ça à gauche, à droite à l'époque, la plupart des gens sont fades, quoi. Faut savoir, hein, ils n'ont rien à dire, ils écoutent, ça va pas s'exprimer, ils ne veulent pas s'exprimer. Il y a des gens comme ça, ils sont comme, alors évidemment, quelqu'un de mon genre, vous voyez bien, hein, blablabli, blablabla, ben ça met de l'ambiance, quoi. Tu lances des débats, trucs, t'es pas d'accord, tatati, bon. Mais en fait, ils te voient juste comme un clown, quoi. Le clown à Bourayan. Mais ils sont pas spécialement attachés à toi. Comment tu le sais? Ben, quand tu vas en prison. Quand tu vas en prison, 90% des gens disparaissent. Ils te connaissent plus. Et des gens que t'attendais absolument pas, t'appellent à la visite, ils viennent te voir. T'es choqué. Lui, j'aurais jamais cru. Donc voilà, l'amour, l'amitié, c'est plein de mystères, c'est très étrange, etc. Un dernier mot par rapport au destin dans tout ça. À la base, je voulais parler de ça, mais bon. Vous savez, le destin, c'est quelque chose d'extrêmement étrange. Extrêmement étrange. Moi, je commence à me rendre compte qu'en fait, on n'échappe pas à son destin. Et que donc, notre soi-disant libre arbitre, je commence à me demander si c'est pas quelque chose qu'on pense véritablement avoir, mais que dans le fond, au bout du compte, on passe par des... Comment on appelle ça? On passe par des moments et des séquences qu'Allah il a choisi pour nous à l'avance. Moi je vois, il y a des gens qui m'ont jamais... Comment j'explique? Il y a des gens, ils m'ont jamais rien fait de mal. Jamais de dispute, jamais rien, etc. Et... Je ne sais pas, ils m'appellent plus, je les appelle plus, on se perd de vue, je sais pas trop pourquoi. T'as pas d'explication, on s'est pas disputé, on s'entend bien, tout va bien, mais voilà, on s'éloigne, on s'oublie, voilà. Et il y a des gens qui ont plein de trucs qui m'énervent chez eux, mais ils sont dans ma tête. Alors je prends des nouvelles, je maintiens une relation. Et mis bout à bout, parce que bon, j'en ferai un audio entier, hein, mais bon là c'est juste, je voulais conclure là-dessus. Mis bout à bout, on comprend une chose en fait. C'est qu'on choisit pas qui on aime, on choisit pas à qui on s'attache, on choisit pas les amitiés qu'on fait perdurer. On choisit pas non plus les gens qu'on rejette. Des fois, il y a des gens qui sont rejetés, ils savent pas pourquoi. Et tout le monde dit, mais non, c'est une femme bien, c'est un homme bien. Et ils n'arrivent pas. Mais pourtant, cette personne avec qui ils ne veulent pas est toujours là dans leur vie. Elle est là, elle revient. Ça colle, quoi. Donc, le destin est un énorme mystère. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la vie est un mystère. Pourquoi, comment, quel est le but? Ouais, mais si tout est écrit à l'avance, donc notre place en enfer au paradis est déjà désignée. À quoi bon faire des efforts? Toutes des choses qu'on entend quand on parle du destin. Mais comme je le disais à quelqu'un hier, certes, je commence à me rendre compte en fait que vraiment on n'échappe pas au destin. Malgré tous ces efforts, cabrioles, etc., on n'échappe pas au destin.
Et que moi, comment je vois la chose, ne sachant pas vers quoi on est destiné, enfer, paradis, dans le doute, on a tout intérêt en fait à faire de son mieux. Faire le bien, avoir une saine croyance. Parce que finalement, bon, je vais être très négatif, mais bon, même si on est destiné à l'enfer, est-ce que ça rend heureux d'être mauvais? Est-ce que ça rend heureux de faire le mal, de faire souffrir, de faire pleurer, d'être maudit par des gens, de voler des gens qui vont pleurer le bijou de leur mère qui leur était tellement cher que vous leur avez pris? Est-ce que ça rend heureux d'être faire le mal? Je pense pas. Donc, même si je suis un habitant de l'enfer, A'oudou billah, j'ai tout à gagner à faire le bien, le plus que je peux. Et après, j'espère la miséricorde d'Allah, mais j'ai envie de dire un peu égoïstement, je préfère vivre en homme de bien qu'en homme de mal. Ça doit être très traumatisant de se coucher le soir et de se dire des milliers de familles palestiniennes me maudissent, me demandent le châtiment d'Allah contre moi. J'aimerais pas vivre comme ça. Apparemment, il y a des gens qui savent, bon, mais je ne vois pas l'intérêt en fait de miser là-dessus. Bon, on en reparlera, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.